Bonjour et bienvenue à Hockey le Magazine. Bonjour Jasmin. Salut Danny. Cette semaine, Danny, on va aller voir François Bordua, qui est un entraîneur des habiletés, qui est spécialisé vraiment en saison estivale avec les joueurs de hockey, à les faire progresser à ce chapitre-là au niveau de leurs habiletés vraiment individuelles. Alors, c'est un entretien qui va être intéressant. Frédéric Gaudreau sera également impliqué dans cet entretien-là. J'ai hâte de vous présenter cela. Et de ton côté, Danny, je pense que les jeunes défenseurs offensifs qui aiment ça aller à l'avant, à l'attaque, vont être contents d'avoir ta chronique aujourd'hui. Oui, absolument. On les incite à le faire. On leur donne l'information à comment le faire et aussi toutes les techniques fines qu'on doit développer afin d'être efficace offensivement. Manquez pas ça. Hockey le Magazine, c'est parti. Hockey le Magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action. Le Hockey le Magazine pour un accès inédit à vos joueurs préférés. On a le plaisir cette semaine à Hockey le Magazine de s'entretenir avec Frédéric Gaudreau, joueur professionnel, et avec François Bordua, son entraîneur des habiletés. Je vais m'entretenir d'abord avec Frédéric pour parler un peu de ce que François peut lui apporter dans sa carrière, parce que c'est un milieu qu'on connaît un peu moins, celui des entraîneurs des habiletés. On connaît évidemment, Frédéric, le côté des entraîneurs spécialisés dans chaque équipe. Parle-moi un peu de ce que t'apporte François comme entraîneur des habiletés dans ton entre-saison. C'est sûr que il arrive un point où que la game est faite de petits détails. Puis je pense que juste de pouvoir avoir quelqu'un qui t'aide à augmenter le nombre d'outils dans ton coffre, c'est sûr que ça fait plein de petits détails, là, ça fait une énorme différence à la fin. Puis c'est ça que François il m'amène à sortir de ma zone de confort, à essayer des choses que normalement j'aurais pas essayé, à développer ma créativité. Puis je pense que c'est vraiment important, surtout à notre stade. Tu as fait ta carrière un peu, Frédéric, en tant que joueur d'énergie qui pouvait apporter à une équipe sur ce côté-là. Maintenant, avec François, tu développes un peu peut-être tes habiletés offensives. Ça doit être un domaine sur lequel tu apprécies de pouvoir t'améliorer également? Oui, 100 là, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé, juste de sortir dehors puis de pratiquer les skills, comme on appelle, avec la balle, la rondelle. Donc, comme je l'ai mentionné, d'avoir quelqu'un qui peut un peu te guider là-dedans, c'est toujours le fun. Merci beaucoup, Frédéric. Puis on va aller s'entretenir maintenant avec François, justement, qui va pouvoir nous parler un peu de son travail. On se retrouve donc maintenant avec François Bordua. François, parle-moi un peu du rôle que tu as et de ce qui t'a mené à cette carrière d'entraîneur des habiletés. Écoute, le rôle d'un entraîneur des habiletés, c'est de s'assurer du développement du joueur. Quand on parle d'un joueur élite professionnel, c'est de vouloir les faire monter à un autre niveau. Puis pourquoi ça m'est amené à ça? C'est que moi, comme tous les jeunes au Québec, je voulais jouer dans la Ligue nationale, mais mon poids et ma grandeur, il y a 20 ans, c'était vraiment difficile. Fait que j'ai développé mes techniques là-dedans pour pouvoir travailler avec des joueurs de hockey. Parle-moi un peu du parcours que tu as qui t'a amené à développer cette expertise-là un peu comme entraîneur des habiletés. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces jeunes-là croient en vraiment ce que tu peux leur apporter? Écoute, si je suis rendu aujourd'hui, ce que je suis, c'est vraiment le résultat des joueurs. J'ai emmené des techniques à moi. Il y a des choses que je crois vraiment, puis je pense que les joueurs ne peuvent pas passer à côté de ça. Et moi, je travaille là-dessus pour que les joueurs... Puis une des choses que je pense qui est vraiment ma force, c'est que j'amène une confiance aux joueurs sur la glace. Je pense que la majorité de ton travail doit se faire dans l'entre-saison, je suppose, quand les gars sont disponibles un peu plus souvent. Parle-moi de comment ça se passe un été pour un jeune avec toi, quand tu le prends en charge dès la fin de la saison jusqu'au départ pour le camp d'entraînement? Écoute, en partant avec un joueur élite qui veut monter à un autre niveau, il faut faire un minimum de 12 à 15 heures de glace. Si on parle d'un joueur professionnel qui ont des horaires quand même assez chargés, souvent on va déjà établir des horaires pendant l'année parce que il ne faut pas oublier que le hockey, maintenant, aujourd'hui, 80 ça se passe beaucoup dans la tête. Le 20 c'est vraiment tout ce qui se passe dans le gym, l'alimentation et au niveau de la glace. Puis aujourd'hui, ce 20 %-là, il est vraiment beaucoup plus important que là, 10 ans. Parle-moi également, en terminant, du rôle différent que tu as avec parfois des joueurs d'énergie qui sont plus des joueurs étiquetés comme des gars de 3e-4e trio, mais que tu veux leur apporter quelque chose, ou parfois d'autres avec des marqueurs naturels qui sont vraiment des gars qui ont peut-être des habiletés plus fortes naturelles. C'est sûr que l'approche n'est pas pareille. Ça prend toutes sortes de types de joueurs. C'est que dans le fond, c'est qu'il faut continuer à travailler les habiletés et les points qui sont améliorés. Il faut mettre beaucoup d'accent là-dessus, tout en pas non plus diminuer ou lâcher les habiletés. François, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Ça fait plaisir, merci.
À notre question de la semaine, on vous parle aujourd'hui de Marc-André Fleury, puisque le 6 mars 2019, il y a 2 ans aujourd'hui, Fleury atteignait le plateau des 437 victoires. Ça, c'est bon pour le 8e rang dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Marc-André Fleury, Danny, ça a été un des gardiens québécois modernes, premier choix au total de son repêchage, des Coupes Stanley. C'est un gars qui va rester aussi dans le hockey. Oui, parmi la grande génération ou la grande lignée, devrais-je dire, des gardiens de but francophones. Bon, le dernier en liste, c'était vraiment Roberto Luongo, qui a eu une superbe carrière, qui a malheureusement, pour lui, n'a pas gagné la Coupe Stanley, mais qui a participé à des Olympiques, qui a gagné une médaille d'or, etc. Marc-André Fleury, pour moi, j'ai un petit quelque chose de spécial parce que Marc-André, lorsqu'il a été repêché chez les juniors, c'est au Cap-Breton qu'il a été repêché. Et j'étais le directeur général à cette époque-là. C'est toi qui l'as repêché? Non, bien, pas vraiment, mais j'avais quitté mon poste d'entraîneur et j'étais revenu, j'avais quitté, dans le fond, le hockey pour aller vers les communications. Et à l'époque, Gaétan Larue, qui était mon dépisteur-chef, me parlait abondamment de Marc-André et je lui avais dit... Il a besoin d'être bon, parce qu'on le prend tôt. Il m'avait dit, inquiète-toi pas. Alors, encore aujourd'hui, je me souviens avec un petit sourire en coin de cette belle histoire. Et finalement, on peut féliciter le dépisteur-chef parce qu'il a été bon, finalement, Il Fleury. était pas pire. Alors, on vous demande donc qui Marc-André Fleury a-t-il rejoint le soir du 6 mars 2019 avec sa 437e victoire qui le mettait au 8e rang de l'histoire de la Ligue? S.A. Glenn Hall, B. Jacques Plante ou C. Terry Sawchuk? La réponse après la pause. Avant la pause, on vous demandait qui Marc-André Fleury avait rejoint au 8e rang de l'histoire de la Ligue nationale de hockey le 6 mars 2019 avec sa 437e victoire. La réponse est B. Jacques Plante. Alors, le 6 mars 2019, 437 victoires, ça lui permettait de dépasser Monsieur Jacques Plante quand même. Alors, quand un Québécois bat un record comme ça d'un autre gardien de but québécois, c'est des beaux noms à mettre dans une même phrase. Ben, écoute, il y a eu une érosion. Là. Il y a moins de grandes vedettes entre les poteaux qui proviennent du Québec qu'auparavant, mais on a eu une période très, très faste. Et je pense que c'est relié à toute l'avènement, l'arrivée des entraîneurs de gardiens, des techniques qui se sont raffinées. Et puis, avec le temps, évidemment, là, les autres pays ont copié ce qui se faisait au Canada et particulièrement au Québec. Ouais, ben félicitations à Marc-André Fleury. Merci beaucoup, Danny. On se retrouve pour une dernière fois cette saison avec Stéphane Dubé du Centre Perform Plus de Boisbriand. Stéphane, on a travaillé tellement de choses au fil de la saison et aujourd'hui, on va se concentrer sur le haut du corps. Après avoir parlé beaucoup quand même du bas du corps au niveau des déplacements latéraux et d'un paquet de choses pendant la saison, sur quoi on se concentre aujourd'hui sur le haut du corps? Sur le haut du corps, aujourd'hui, on aurait pu proposer tellement d'options. J'ai décidé de me concentrer sur 2 exercices. Un exercice qu'on va modifier. Les gens, je pense, ont comme compris un peu l'importance pour moi de la stabilité. Fait qu'on va impliquer la stabilité dans le haut du corps aussi. On va travailler avec le ballon. On va avoir un mouvement qui va se faire plus au niveau des pectoraux. On va avoir un autre mouvement aussi qu'on va faire qui requiert aucune pièce d'équipement. Parce qu'il y en a à la maison qui n'ont pas nécessairement d'équipement, mais ils veulent travailler le haut du corps pareil, mais que ça va solliciter les abdos, le haut du corps ensemble. Fait que on va avoir deux bons exercices à proposer à l'auditoire aujourd'hui. Et pour les joueurs de hockey, justement, on a tellement travaillé sur les jambes. C'est la première fois que tu nous amènes vraiment sur le haut du corps comme tel. Ça reste quand même une place importante dans l'entraînement d'un joueur, évidemment. Hein? Effectivement. Dans le développement général du joueur, c'est important de mettre un peu de haut de corps. C'est sûr que j'en propose, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent faire des pectoraux, veulent faire des chin-ups, veulent faire du bench press. Le classique que tu as entendu depuis 20 ans. Le classique, effectivement. Le haut de corps est moins important dans l'époque que l'on vit présentement que quand j'ai commencé au niveau de la Ligue nationale, où les joueurs étaient beaucoup plus gros, beaucoup plus forts avec l'accrochage, tandis que là, on met l'emphase beaucoup plus au niveau de la vitesse. Fait que les plans d'entraînement, les conceptions ont changé à travers les années. Mais le haut de corps a quand même une certaine importance. C'est pour ça qu'on va en proposer quelques éducatifs aux jeunes qui nous écoutent. Et on va aller regarder ces éducatifs à l'instant. Comme premier exercice, on va donner 3 variantes. Ça va être ce qu'on appelle un développé couché ou chest press avec haltère, mais on va se servir d'un ballon suisse. Pourquoi? Pour créer un environnement instable qui fait en sorte que les abdominaux sont sollicités. On commence le mouvement à 2 bras, qui est quand même un mouvement plus de base, même si on a augmenté la difficulté avec le ballon, mais ça reste c'est quand même un mouvement beaucoup plus de base. Pourquoi? En ayant un dumbbell, un haltère dans chaque main, il crée une plus grande stabilité pour lui. Comme deuxième variante, on va faire un mouvement alternatif. Donc, en ayant ce genre de complexité-là, ça fait en sorte que le poids se promène de gauche à droite, ça crée
plus d'instabilité. Les abdominaux sont beaucoup plus sollicités. Donc, en plus de la stabilité abdominale, on travaille la stabilité du haut de corps. Fait que c'est un exercice de renforcement, mais qui est beaucoup plus complexe et complet. Comme troisième variante, on va y aller avec un mouvement unilatéral. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus difficile parce que les abdominaux sont très sollicités, la stabilité de l'épaule aussi. Fait que oui, on travaille les pectoraux, triceps. L'épaule est très sollicitée. Pourquoi? Parce qu'en ayant un poids seulement d'un côté, tu cherches tout le temps à te déporter. Donc, tes abdos doivent travailler très fort pour compenser, pour pas que tu perdes l'équilibre. Donc, exercice complet et très complexe. C'est pas le premier niveau que je propose. Les débutants, vous commencez au début, mais par la suite, c'est ce que vous devrez viser de faire dans votre programme. Comme deuxième exercice, on propose ce qu'on appelle un sliding push-up. Donc, très difficile, même s'il n'y a pas de poids. Tu cherches à aller le plus loin en extension. Fait que le haut de corps est sollicité, la stabilité de l'épaule est impliquée, les abdominaux. Donc, un exercice complet pour le haut de corps. Puis, malgré le fait qu'il n'y a pas d'haltère d'impliqué, je vous le dis, c'est un exercice qui est très surprenant parce que c'est quand même assez difficile. Stéphane, c'est ce qui conclut donc les exercices qu'on vous présentait cette saison. On a passé à travers un paquet d'exercices au fil de notre saison de Hockey le Magazine pour finalement arriver à un plan d'entraînement presque complet, en fait. Effectivement, à travers les 8 capsules que l'on a faites durant la saison, on a cherché à toucher à tous les éléments, les composantes qui font qu'un joueur de hockey devient un meilleur athlète, être un meilleur joueur ultimement sur la patinoire. On a travaillé le bas du corps, on a travaillé le haut du corps. On a travaillé sur plusieurs exercices, mais ce qui est important de comprendre, c'est que ça s'ajuste aussi. Le thème qu'on a utilisé beaucoup pendant la saison, c'est la capacité d'adapter les contenus qu'on donnait en fonction du niveau des joueurs, en fonction du niveau de l'athlète. Puis aussi, on a donné du contenu qui était utile à la maison. C'est ce qui fait peur parfois aux gens, l'accès au gymnase, ce genre de difficultés-là, mais on a donné justement des alternatives pour que les gens puissent en faire à la maison eux-mêmes. Effectivement, parce que souvent, les gens se limitent. Ils disent « Ah, j'ai pas accès à un centre d'entraînement », fait qu'ils veulent pas nécessairement s'entraîner. Mais on a démontré qu'il était possible de pouvoir faire quelque chose d'intéressant, de faire des bonnes progressions, de développer un jeune à la maison, même si on n'a pas beaucoup d'équipement. Stéphane, c'est un plaisir d'être avec toi. Merci de nous avoir reçus ici à Boisbriand. Merci à tes associés. Un gros merci à Philippe Dion également, qui était le préparateur physique qu'on a utilisé comme modèle tout au long de la saison. C'est un plaisir d'en apprendre davantage sur ce que tu fais comme métier. Mais merci de l'invitation. Merci, Stéphane. Merci. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Bienvenue aujourd'hui à cette chronique bien spéciale sur l'équipement de hockey au royaume des gardiens de but. Non, mais Éric, c'est merveilleux. Je regarde le mur derrière, là, c'est impressionnant. C'est spectaculaire. Les gardiens de but partout au Québec courent pour venir voir notre équipement. J'ai pas de difficulté à te croire, mais aujourd'hui, on ne parlera pas de la mitaine et du bouclier, mais plutôt des patins. Ouais, exactement. On a quelques modèles de patins à parler aujourd'hui qui sont vraiment très, très, très intéressants. Bien, écoute, parle-moi du Bauer au départ, puis moi, je reviens, je sais que je radote un peu, mais bon, à mon âge, c'est correct, là. Non, mais sincèrement, je suis fasciné par l'évolution du patin de gardien. Évidemment, la technique en papillon, etc., a incité les compagnies à éliminer cette fameuse bottine autour de protection, là, l'espèce de coquille de protectrice. Puis là, aujourd'hui, on a un patin qui est monocoque, mais qui est quand même très résistant, là. Oui, exact. Bauer était le précurseur qui ont retiré la coquille autour du patin pour la protection. Donc, celui-là, c'est le ultrasonique. Donc, c'est le patin haut de gamme de Bauer qui est fait en composite curve, un petit peu comme le patin de joueur. Oui. Très léger, avec une lame Vertex LS5. Donc, pour la glisse, là, c'est vraiment un patin incroyable. Les gardiens de but adorent l'adhésion. Ils veulent que la lame soit très tranchante, contrairement à l'époque, mon époque, où on glissait, donc on appelait ça le shuffle, glisser latéralement. Et il fallait que la lame soit pas trop, qu'il n'y ait pas trop d'adhésion parce qu'on voulait que ça glisse latéralement. Maintenant, c'est une poussée hantée. Les gardiens piquent avec le bout de la lame, donc l'affûtage est très important également. L'affûtage est très important. Puis de nos jours, les lames de gardien sont un petit peu plus hautes. Donc, pour les pousser en T, ça fait vraiment un beau travail. Et lorsqu'on regarde les distinctions avec CCM, qui aussi connaît beaucoup de succès auprès des gardiens de but. Oui, exactement. CCM connaît beaucoup de succès.
entre autres avec les patins de joueurs Super Tax. Donc, ils ont amené le AS3 Pro dans le gardien cette année, qui est un nouveau patin qui est vraiment également très bien conçu et très populaire chez les gardiens. Dans le design, on voit qu'il y a une languette à l'arrière qui m'intéresse particulièrement. Oui, exactement. C'est pour la sangle qui est à l'arrière de ta jambière pour l'insérer, pour pas qu'elle pende ou que tu pourrais possiblement trébucher. Donc, c'est vraiment C'est la sangle qui bouge le plus là, lorsque tu es en position papillon. Ouais. Donc, effectivement, d'avoir un œillet ou un endroit où on peut l'insérer, à ce moment-là, on évite qu'il y ait trop de mouvement de la jambière. Parle-moi de la lame qui est un peu différente de celle de Bauer. Exact. C'est une lame qui a un recouvrement qui est comme noir dessus du carbone. Oui. Donc, pour la glisse, c'est vraiment optimal. Puis, encore sur ce patin-là, tu peux retirer la lame facilement. Si tu as un problème pendant un match, pas besoin d'enlever tes jambières, changer tes patins ou aller au Pro Shop pour faire aiguiser. Deuxième paire de lames dans son sac, tu changes la lame, tu retournes sur la patinoire. Dis-moi, la languette, je sais que pour les joueurs, la languette, c'est super important. L'épaisseur, l'adhésion, la forme, bon, parce que évidemment, on serre nos patins et tout ça. Les gardiens, c'est un peu différent. Est-ce que la languette est différente de celle des joueurs? Oui, un petit peu comme celle-là est faite en memory foam, je peux me permettre le terme anglais. Donc, c'est vraiment plus mou. C'est un confort complètement différent des lames, des langues en feutre qu'on est habitué de voir sur les patins de joueurs. Donc, l'espèce de mousse, c'est une mousse qui adhère et qui prend en mémoire la forme de ton pied. Exact. Et donc, après ça, bien, on sait que ça donne de l'adhésion et probablement encore plus de confort. Tout à fait. Dans le True, eux, ils ont été quand même innovateurs dans le patin de gardien de but. Oui, ils ont poussé vraiment les technologies encore plus loin. Celui-ci, c'est un patin, un morceau complet, incluant la lame, qui est fait à Winnipeg. Donc, c'est un patin un petit peu plus cher, mais point de vue ajustement, confort, c'est exceptionnel. Et ça, dans la bottine monocoque, avec le support de lame intégré, je m'avance, là, mais au niveau de la réponse, du transfert d'énergie, ça doit être encore plus performant. Exactement. Considérant que c'est un morceau, le transfert d'énergie, c'est la même chose que les patins de CCM, un morceau, le transfert d'énergie est tout le temps supérieur. Donc, vraiment, on parle d'un patin, celui-ci, qui est vraiment un petit peu plus pour le haut niveau, les professionnels, les joueurs qui jouent dans les ligues. Élite. Puis chez les gardiens de la NHL, il y a une grande majorité, on ne les voit pas vraiment à cause de leur jambière, mais il y a une grande majorité des gardiens professionnels qui utilisent ce patin. Et là aussi, encore une fois, là, on parlait de réchauffer le patin pour le mouler, etc., comme pour les patins de joueurs. Exactement. Merci beaucoup. C'est vraiment instructif. Et encore une fois, je prends 2 secondes pour féliciter les fabricants d'équipements parce que dans l'équipement de gardien de but, pour moi, c'est la plus grande révolution. Je sais qu'au niveau des bâtons, au niveau de l'équipement chez les joueurs, il y a eu beaucoup d'améliorations. Mais chez les gardiens, je pense qu'on a fait vraiment des pas de géant. Merci beaucoup, Éric. Et à la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va vous parler de la plus belle pièce d'équipement, les masques. La chronique Sur la glace est une présentation de Captoder, hygiène du sport. Captoder, passe à l'action. Bienvenue à cette autre chronique sur la glace. Aujourd'hui, on va s'attarder au rôle des défenseurs, particulièrement en territoire adverse. Ce qu'on veut souvent de nos défenseurs, c'est qu'ils génèrent de l'offensive. Et lorsque c'est un peu coincé, parce que c'est très hermétique et qu'on pousse le jeu le long de la rampe, on va activer nos défenseurs, demander à ceux-ci de s'engager offensivement. Donc, ils doivent apprendre à récupérer des rondelles rapidement, ouvrir les hanches, glisser le long de la rampe et trouver les options de passe et, ultimement, décocher des tirs au filet. Pour voir un peu comment ça se passe sur le plan technique, regardons la capsule qui suit avec Mathieu Gravel. Je reçois la rondelle. Tu as pris ta photo, comme tu dis. Oui, j'ai pris une photo de la glace, où est-ce que l'opposant est. Puis quand je reçois la rondelle, bien, je vais rentrer dans le jeu comme si je voulais aller prendre un lancer. Je regarde ma photo, mais je ne suis pas obligé de regarder à l'endroit où je vais envoyer la rondelle. Parce que si je regarde juste cet endroit-là, je donne l'information à tout le monde. Au gardien, précisément. Puis les défenseurs adverses, que je m'en vais travailler sur lui. Fait que souvent, j'ai une vision qui est périphérique. Quand je m'en viens, mais je l'ai vu du coin de l'œil, je peux faire semblant d'aller au filet. Hop, je traverse ma rondelle à lui, puis là, je vais lui donner du temps et de l'espace.
C'est pas juste à moi de n'avoir, c'est aussi d'en donner à mes partenaires de jeu. On vous propose en animation 3D une progression où le défenseur, au départ, comme vous le voyez ici, va simplement travailler sur réception de passe, glisse et tir. Dans la deuxième séquence, on va l'inciter à glisser avec la rondelle jusqu'aux oreillettes et aller sur une passe transversale pour le joueur qui est campé dans l'enclave, comme le démontre l'animation. C'est très important de varier le jeu, donc pour les défenseurs, d'avoir la tête haute, d'être en mesure d'identifier la position du joueur qui est dans l'enclave, c'est important. Ici, sur l'animation, la position est statique, mais vous pouvez inciter votre joueur dans l'enclave à bouger, ce qui va augmenter le niveau de difficulté de votre défenseur. Vous pouvez également ajouter un défenseur qui va couper les lignes de passe. Et donc, votre défenseur offensif, celui qui est en possession de la rondelle, devra donc trouver le fameux corridor pour faire une passe à son joueur dans l'enclave. Ultimement, la troisième séquence, celle qu'on vous montre actuellement, c'est la dernière de la progression. Votre joueur a été capable de décocher un tir du point d'appui au départ. Sur la deuxième, il a été en mesure de faire une passe de l'enclave. Et sur la troisième, c'est un tir-passe. Donc, il n'y a pas vraiment d'option. On veut surprendre la défensive. Alors, le défenseur va simplement utiliser un tir-poignet en attaque à ras la glace pour permettre à son coéquipier qui converge vers le filet de rediriger cette rondelle vers le gardien et possiblement d'avoir même un retour de lancer si celui-ci est près du filet, donc il doit suivre sa rondelle. Vous avez une très, très belle progression ici de 3 exercices pour vos défenseurs qui vous permettront de générer de l'offensive dans le territoire adverse à partir du mouvement circulaire. Bon entraînement à tous. Très riche, cette chronique sur le développement des habiletés individuelles. Oui, tout à fait. Avec François Borduas, on a compris un peu plus le travail qu'il faisait avec certains joueurs en saison estivale. C'était le fun de vous présenter cette entrevue-là. Puis la semaine prochaine, on vous présente un entretien avec le président de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec, Yannick Lévesque, qu'on connaît tous, qui est analyste également et animateur à RDS et qui a eu à faire face à beaucoup de défis pour le 45e anniversaire de la Ligue. Absolument. Alors, on va en parler la semaine prochaine. Toi, pour la dernière de la saison, la semaine prochaine, on va où sur la glace? Bien, écoutez, moi, je voulais la cerise sur le Sunday, alors la transition. Transition, c'est lorsqu'on récupère la rondelle, on doit relancer l'attaque. La plupart des équipes ont un petit peu de difficulté. Il y a des enjeux là-dessus, surtout dans les petites catégories. Bien, vraiment, là, manquez pas cette chronique sur la glace parce qu'on va travailler surtout avec les défenseurs pour leur donner l'information nécessaire afin d'être efficace dans ce département. Manquez pas ça la semaine prochaine. Hockey Magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec CapTorder, Hygiène du sport, CapTorder, Basse Sélection et Hockey Magazine pour un accès inédit à vos joueurs préférés.